Bienvenue à Dijon. Jean. Pourquoi tu dis Jean? Tu m'as dit de dire Jean. Non, mais Dijon, le prénom de la ville. Ah, d'accord. Bon, ben présente-nous le sommaire d'aujourd'hui. Nous avons l'interview du jour avec Patrick Lefebvre. Nous avons les anecdotes de Dédé, les images du jour, les mains sur les cocottes et l'interview de David Godu pour le Choral FDJ. Place au générique. J'ai envie de voir Evenpool. Ça tombe bien, on a interviewé Patrick Lefebvre, le chef de l'équipe Quickstep. Tu pourras lui demander. Bonjour Patrick, comment ça va? Ça va, moi ça va, je suis toujours là. Vous êtes un grand monsieur de cyclisme international. Avez-vous un secret pour détecter des talents? Comment on fait? Tout d'abord, on fait du scouting. Une fois à partir, disons, de junior, 17 ans, 18 ans. Mais maintenant, les gens ont tellement évolué qu'on doit commencer plus tôt. Donc, c'est quelqu'un qui a tous les cours de jeunes. Puis, on fait des tests, on les suit. Et puis, à un moment, si on pense qu'on a le bon, on le prend. Depuis quand êtes-vous dans le vélo? Oh. Oui, ma petite, depuis quand? Si j'ai été coureur, c'était 70. Et puis depuis 80, je suis devenu directeur sportif jusqu'à 98. Et de 99 jusqu'à aujourd'hui, je suis manager général de l'équipe. De quelle victoire dans votre carrière de directeur sportif êtes-vous le plus fier? Ah, ça c'est une question moche. J'ai eu toutes les générations. Oh, je ne peux pas le dire. C'est pas honnête si je dis une victoire. Quel est votre rêve ultime? Rêve ultime. Arrêter en beauté, trouver quelqu'un qui prend ma place et que je peux aller à l'Amazon, acheter un Bentley Cabrio et faire un tour de l'Europe. Pour finir, comment va Remco? Il va très bien, j'ai parlé avec lui au petit déjeuner. Il est très serein, confiant. Espérons qu'il reste en bonne santé jusque demain au chrono. Et puis, comme il est champion du monde de chronomètre, c'est à lui demain. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps on se connaît? Environ 9 ans. Ah, comme Madoise et Godu. Mais au début, c'est même pas trop. Mais maintenant, ils sont inséparables. C'est pour ça, aujourd'hui, on a interviewé, on a dû aussi interviewer Madouas. Bonjour. Bonjour. Comment sont les entraînements se déroulent? Sont-ils spécifiques à chaque? Oui, les entraînements pour le Tour de France, on a tous des profils de coureurs différents. Certains coureurs vont être plus forts sur le plat, d'autres coureurs vont être plus forts sur les montées longues, sur des montées courtes. Donc on sait en fonction de notre profil de coureur quelle étape on peut essayer de viser, quel coureur de classement général on est, quelle étape on est. Donc voilà, les entraînements sont quand même dirigés pour qu'on s'améliore dans nos qualités premières, que ce soit la montagne, les étapes un peu plus punchy, le sprint, le contre-la-montre. Mais voilà, il faut aussi ne pas délaisser les côtés entraînement des côtés où on est tout simplement le moins bon. Je sais que moi, par exemple, à titre d'exemple, je suis un grimpeur. Souvent les purs grimpeurs comme moi, on a quand même moins de facilité sur les contre-la-montre et sur le plat, donc je me dote de le travailler aussi et c'est ce que je fais. A priori, le Covid est revenu sur toi. Est-ce que ça a été handicapant pour ta préparation? Dans la préparation, oui, forcément. J'ai eu le Covid il y a une dizaine de jours, une semaine avant le Tour de France. Donc, après le Covid, ça touche énormément de monde et voilà, tout le monde réagit différemment. J'ai pas eu forcément de gros symptômes à part une grosse fatigue. Mais voilà, derrière, j'ai pas pu m'entraîner comme il fallait dans la semaine. Je suis arrivé au Tour forcément fatigué, en n'étant pas désentraîné, mais sans être forcément très entraîné. Donc voilà, j'avais quelques jours de remise en route qui ont été assez difficiles les premiers jours. Vous n'avez pas une certaine pression sur les épaules d'être devenu leader de l'équipe? Forcément, on a toujours une pression sur les épaules. Je suis devenu leader pour les classements généraux pour l'équipe.
Je sais ce que c'est sur le Tour de France de jouer un classement général quand on est français dans une équipe française sur le Tour de France. Donc voilà, c'est énormément de pression, mais c'est aussi pour ça que je fais du vélo. C'est cette pression, elle m'anime au fond de moi, mine de rien. On parle souvent de toi en tant que coureur, mais jamais de toi. Personnellement, quels sont les loisirs en dehors du vélo? Alors moi, en dehors du vélo, je me suis découvert une toute nouvelle passion pour la pêche cet hiver. Pour la pêche en mer. Je vais souvent pêcher mon bateau très tôt le matin, des fois au lever du jour. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo aussi également. Je suis quelqu'un qui a toujours joué aux jeux vidéo depuis qu'il est gamin. J'ai eu ma première console à l'âge de 7-8 ans avec mes parents, donc j'ai toujours été un petit peu baigné là-dedans. Et voilà, en termes de sport, je suis beaucoup aussi à côté le trail, parce que c'est un sport que j'adore pratiquer. J'adore la course à pied, et la course à pied en montagne, c'est quelque chose que j'adore. Et mon rêve, voilà, c'est de parcourir les traces de l'Ultra Trail du Mont Blanc et de la Diagonale des Fous plus tard. Pour finir, qu'est-ce que tu as pensé de ce grand départ en Italie et de ces étapes? C'était un très beau départ. Vraiment, merci à tous les Italiens qui étaient au bord de la route, même s'il n'y avait pas que des Italiens, mais voilà, la majorité était italienne, je pense quand même. Et voilà, tous les spectateurs qui étaient présents au bord de la route, il y avait énormément de monde dans Florence pour le grand départ, pour la présentation. Donc voilà, c'était un très beau parcours aussi également. On a eu de la course d'entrée de jeu. Malheureusement, j'étais pas forcément à mon meilleur niveau, donc c'était dur de rivaliser, mais voilà, on a essayé maintenant c'est passé, donc voilà, on est focus sur la suite. Mais qu'est-ce que tu fais, Amira? J'essaie de savoir quelle heure il est. Mais c'est l'heure d'aller regarder les images du jour. Aujourd'hui. Mais tu m'as pris par France Météo, quoi? Si c'est comme ça, on a Dédé. Non mais attends, je rigolais. La météo n'est pas au fourre aujourd'hui. Vu que tu as vécu 30 ans autour, est-ce que tu peux nous raconter les anecdotes sur la pluie, la chaleur, la neige? Oui, bien sûr. La météo, ça fait partie des aléas d'une course cycliste. Et le mois de juillet, généralement, c'est un mois où il fait chaud, où il fait très chaud. Alors on a eu des cas de figure depuis maintenant que je suis sur le tour, depuis quand même pas mal d'années. On a eu des cas de figure où il faisait soit très chaud, soit très froid, soit avec de la pluie, soit avec du grand soleil. Si je te dis 1996, c'est très loin pour toi. 1996, le col du Galibier est avec de la neige, il est déneigé, il reste du verglas, il fait très froid et il y a encore du verglas. Du coup, la course est annulée, elle est écourtée. C'est une arrivée sur Sestrières, donc déjà, ça c'était 1996. Ensuite, c'est un corollaire de la météo. Dans certains cas, on passe sur des routes un peu bizarres, comme par exemple, ça s'était passé du côté de Noirmoutier, qui a une spécificité, c'est une presqu'île quand la marée est basse, c'est-à-dire que quand la marée est en bas, eh bien, il y a une langue de terre qui permet de rejoindre, on va dire, le continent, la France continentale, jusqu'à cette presqu'île, qui devient une île lorsque la marée monte. Et en fonction, évidemment, des coefficients de marée, l'eau est plus ou moins haute et plus ou moins basse, et le Tour y était passé en 1999.
Et il y avait sur le passage du Gois, il y avait des méduses, des très grosses méduses de l'Atlantique, des trucs qui font 40 cm de large. C'était glissant, on les avait retirés et à l'époque, il y avait une grosse chute, c'était Alex Zouleux qui avait perdu toute chance de gagner le Tour. Ça aussi, c'est des aléas climatiques. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te parler de 2003. 2003, c'est un contre-la-montre à Cap Découverte. Gaillac, Cap Découverte, 61 degrés par terre, une chaleur monumentale. Et Météo France qui avait son capteur et qui captait les températures. Et moi, j'avais mon capteur et je captais les miennes et on se tirait la bourre pour savoir celui qui allait trouver la température la plus haute. Et on est resté d'accord à 61 degrés au sol. Après, qu'est-ce que je peux te donner? Je peux te donner... Ah, j'en ai un autre, tiens, toujours pour la météo très chaude. Cette fois-ci, c'était quand Chavanel l'avait emporté, c'était à la station des Rousses, dans le Jura. C'était en 2010. Chavanel gagne l'étape, il fait une chaleur à crever, 63 degrés par terre. C'est le record absolu de température qu'on a pu relever. Et juste après l'arrivée, un orage de fou furieux. Il pleut de partout, ça grêle. Les gens qui étaient habillés très très légèrement, des petits enfants qui étaient en short et à moitié nus en haut, qui se glissaient sous les voitures tellement il pleuvait, tellement la température a baissé. Et puis, je peux te donner aussi un dernier exemple si tu veux. C'était en 2019. 2019, c'était Tignes. Je ne sais pas si tu te souviens, là c'est plus récent. En 2019, en haut du col, en allant vers Tignes, en redescendant vers Tignes, la course est arrêtée, tout simplement. Alaphilippe était dans les premiers et basculait en tête. Et malheureusement, la course a été arrêtée tout simplement parce que de la grêle est tombée sur la station de Tignes. Quand je dis de la grêle, c'est pas 2-3 grêlons, c'est une grosse averse de grêle. Et là, un gros orage de grêle avec plusieurs centimètres de grêle par terre. Impraticable, d'autant plus qu'un peu plus loin, c'était une coulée de boue à cause de la pluie qui aurait de toute façon interrompu la course. La moralité de tout ça, c'est tout simplement de dire que lorsqu'on passe sur des routes, on est sujet aux aléas climatiques et le Tour comme les autres. Et donc il faut faire avec. Parfois quand il y a de la neige, eh bien, on fait avec, et parfois quand il fait très chaud, on essaie de trouver des solutions. Voilà pour la météo. Aujourd'hui, ça a l'air d'être à peu près tranquille. Il faisait pas très beau ce matin. Pendant l'étape, ça devrait être un peu mieux. Souhaitons-le, et non pas l'eau, dans les très très beaux paysages à travers les vignes que l'on va traverser aujourd'hui. Merci. Merci à toi. J'ai une petite fringale, j'ai envie d'œuf. Ça tombe bien, on a fait des œufs-meurettes. Place aux minces les cocottes. Bonjour, Bonjour. nous voilà en Bourgogne. On mange quoi ici? Tellement de choses. Le vin est un élément précieux obligatoire pour la cuisine bourguignonne. Tu as une recette pour nos abonnés? Oui, les œufs-meurettes. Les œufs-meurettes ont été inventés pour finir les restes de sauce du fameux bœuf bourguignon. On ne gâche rien. On commence? Oui, c'est parti. Pour commencer, j'ai choisi un beau pain de campagne que je vais faire griller avec un peu de beurre tartiné des deux côtés. Je coupe de beaux morceaux de lard fumé. On veut de beaux morceaux généreux, pas trop petits. Soyons gourmands. Direction la poêle avec une pointe de beurre. On coupe quelques oignons ou échalotes, c'est au choix. Oui, mais dans les deux cas, ne les coupez pas trop petits. Et oui, c'est un plat généreux. On prend quelques champignons de Paris que l'on va rajouter à notre petite préparation. J'ai un petit bouquet pour toi. Oh, quel romantisme! Je le mets dans la poêle. Oui, tu as plutôt intérêt. On va réserver notre petite mixture en gardant le gras dans la poêle et on va s'attaquer au vin. Bien évidemment, un petit Bourgogne. Pas de blague les amis, un œuf meurette est forcément accompagné d'un bon Bourgogne. En vrai, on n'y connaît rien, mais on veut pas d'ennuis ici. Versez un demi-litre sur un feu assez fort pour l'évaporation et réduire le vin. Et les œufs, ils sont étouffants. Maintenant, on va réaliser des œufs bouchés. Et tu as une astuce, c'est dur ça, non? Pas du tout, je vais te confier un secret, le secret du filtre à café. Tu prends un filtre et tu le places dans une tasse ou un verre. Tu casses ton œuf et direction au bouillon pour 3 minutes. On va retrouver notre vin qui s'est beaucoup réduit. On va ajouter un peu de fécule de maïs dans l'eau auquel on a rajouté du vin. Pour l'épaissir, Exactement. Pour le dressage, placez vos tranches de pain grillé. on vient déposer nos œufs dessus et la garniture sur le côté. Parole de bourguignon, il n'y a pas de saison pour faire des œufs meurettes. Qu'est-ce que c'est bon ça? Régalez-vous, c'est tellement facile à faire. Demain on sera où? On va traverser la Maurienne pour rejoindre le Saint-Vulbas, dans le département de l'Ain. Et nous vous ferons découvrir le coq Chambertin. À demain.